Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux qui cherchent à améliorer leur santé sans devoir tomber dans les extrêmes, que ce soit en termes d'alimentation ou de sport. L'idée, c'est de se partager un maximum de clés de compréhension sur ton quotidien, sur ton environnement, de te donner un maximum de conseils que tu peux mettre en pratique directement pendant tes séances de sport ou pendant que tu cuisines, de t'aider à mieux comprendre ce que tu fais, savoir pourquoi tu dois faire telle ou telle chose et t'éviter de perdre ton temps avec des solutions miracles ou des choses qui ne fonctionnent tout simplement pas. Aujourd'hui, on reçoit Rudy Koya et on va s'appuyer sur son expérience en tant que coach en musculation, mais également sa pratique personnelle du sport plutôt complète. Et on va parler des sportifs hybrides, de comment avoir une vision complète de son entraînement, donc typiquement jumeler musculation, force et endurance pour être compétitif sur différentes activités, pour te sentir à l'aise partout, que ça soit sur un padel, sur une randonnée, à l'escalade, dans une salle de sport avec tes amis, être capable de t'inscrire à un Aerox sans redouter l'épreuve, pour apprendre à ajouter plein de cordes à ton arc, mais surtout sans devoir faire de croix sur ta performance ou ta compétitivité. L'idée, c'est de croiser tous tes entraînements et d'en retirer le meilleur. Je te laisse avec notre discussion qui va sûrement t'apprendre un tas de choses et je te souhaite une bonne écoute. Rudy, merci d'avoir répondu à mon invitation. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est plutôt d'actualité. Bon, ça fait déjà quelques temps, qui est de l'entraînement hybride. Bon, j'aime bien l'appeler plutôt l'entraînement complet, parce que l'entraînement hybride, c'est un peu une mode sur les réseaux qui veut tout et rien dire. Donc moi, je préfère parler de compétences, on va dire, plurielles, qui rendent quelqu'un de plus complet. Et aujourd'hui, on va s'appuyer du coup sur ton expérience. Je trouvais ça quand même super intéressant. Je te laisserai te présenter après, mais ce que je trouvais intéressant, c'est ton parcours. Tu es quelqu'un qui est plutôt issu initialement uniquement muscu de base. Et au fil du temps, tu t'es un peu diversifié et c'est ça que j'aimais bien dans ton parcours. C'est ce que je pense qui va pouvoir nous apporter pas mal de clés de compréhension sur l'entraînement. Et du coup, pour que les auditeurs comprennent un peu mieux qui tu es, d'où tu viens, je pense qu'il y en a pas mal qui te connaissent, mais je te laisse te représenter rapidement si ça te dérange pas. Déjà, merci pour l'invitation, Julien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, souvent j'aime bien me résumer en disant que je suis un passionné qui cherche des réponses à ses questions et qui partage ses réponses quand il pense en avoir trouvé, que ce soit au sein d'articles, de vidéos, de podcasts. Depuis maintenant près de 20 ans, j'ai écrit mon premier article en 2004, fait mes premières vidéos en 2007 et mes premiers podcasts en 2010. Donc le temps est vite passé. Et aujourd'hui, ce que je fais le plus, c'est proposer du suivi coaching à distance depuis donc 2006. J'étais le tout premier à en faire. C'est de former les futurs coachs au sein de CQP, de BPGEPS et de DEGEPS prochainement. Donc le plus haut grade du coach sportif, on va dire ça comme ça. Donc j'ai mon propre CQP à Annecy que j'organise deux fois par an à la Villa Superphysique. Donc là où j'habite et où je loue des chambres pour ceux qui sont dans la même mouvance que moi. Globalement, je suis assez actif sur les réseaux en partageant les réponses que je trouve de manière gratuite, avec plaisir depuis, tu vois, depuis que ça existe. En parlant des réponses, en parlant du parcours de questionnement que tu as suivi, qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir un peu plus complet, à pousser, on va dire, ta pratique vers une pratique un peu plus hybride, si je peux dire? Ouais, le mot hybride est un peu fourre-tout. Alors, c'est le titre de mon nouveau livre. Donc, je sais pas quand sortira le podcast, mais mon nouveau livre qui sort notamment le 1er novembre, donc qui Ok, s'appelle ce sera Hybride. certainement sorti avant. Voilà. Donc, qui sera en précommande uniquement sur Internet au début. En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que moi, j'ai investigué énormément la musculation sans dopage. Ça a été vraiment mon énorme passion quand j'étais gamin et que j'étais au lycée. Je demandais à plus spécialistes que moi quelle étude faire pour comprendre l'hypertrophie, la prise de muscle. C'était vraiment mon sujet. Je passais mes journées à lire des livres d'anatomie, de physio, de neurophysio, de pharmaco. Vraiment, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Et donc, c'est en ce sens que j'ai passé un brevet d'état éducateur sportif en 2005 ou 2006, donc ce qu'on appelait un B2 de SACUMES. Et pendant 15 ans, je me suis entraîné à fond musculation, mais vraiment à fond, de 2001 on va dire à 2016, 2017, vraiment avec cet objectif de prendre du muscle, de prendre de la force aussi. Donc j'ai commencé par la force athlétique, j'étais champion de France en 2005 en junior. Ensuite j'ai fait vice-champion de France bodybuilding en 2007, donc j'ai testé les compétitions bodybuilding aussi en junior. Puis après, les compétitions bodybuilding m'ont pas trop plu, donc je me suis plus tourné vers une musculation, on va dire, moi j'appelle ça une musculation sportive, où tu essayes de progresser en performance sur des séries moyennes, mais la prise de muscle, l'apparence t'intéresse aussi. Et donc ça a été mon driver de 2007 à 2016, et même un peu plus, avec l'apothéose qui a été l'organisation des Super Physique Games, donc une compétition que j'ai organisée pendant 5 ans, où le but c'était de faire un max de reps à 100 kg développé couché, un max de traction à 20 kg de lest,
Bref, je ne vais pas rentrer en détail, il y avait plein d'épreuves comme ça, avec des qualifications finales, etc. Et puis, bah, à un moment, en fait, je suis arrivé un petit peu au bout de tout ça. J'aime bien dire que la limite pour chacun, euh, c'est pas une vraie limite, c'est une limite d'investissement. C'est jusqu'où tu es prêt à aller en termes d'investissement, pas forcément financier, mais dans ta vie, pour continuer à progresser. Et moi, j'étais arrivé à un stade, me concernant, certains c'est plus loin, d'autres c'est plus bas, où en fait bah, je devais vraiment être encore plus rigoureux sur ce que je faisais. Beaucoup me connaissent justement pour cette rigueur que j'ai, qui est parfois critiquée parce qu'on dit que je suis extrême. Mais tu vois, moi je me couchais déjà tous les jours à la même heure, je faisais pratiquement zéro écart sur l'alimentation, je m'entraînais un bon 3h 30 par jour. Euh, Franchement, j'étais assez optimisé, les compléments c'est pareil, enfin bon, vraiment, j'ai optimisé beaucoup de choses. Et en fait, chaque année, bah, je faisais les mêmes perfs. Pendant des années, j'ai fait 19 répétitions à 100 kg développé couché. Grossissais plus, je prenais plus de muscles. Les performances, bah, 2 années de suite, j'avais fait 20 répétitions à 20 kg de traction, tu vois, pour ce que je me souviens. Donc en fait, je faisais des efforts pour essayer de progresser et je progressais pas. En fait, je T'arrivais à la m'entraînais pour me limite où maintenir. fallait, Alors aujourd'hui, avec le recul que j'ai et les connaissances que j'ai améliorées, je vois bien comment je pourrais peut-être progresser, tu vois, en mieux priorisant, en entraînant d'autres facettes de la progression, comme mes tissus conjonctifs et notamment leur raideur, ou comme améliorer ma mobilité pour avoir plus de surface qui puisse exprimer de la force. Donc je pourrais peut-être gagner là-dessus. Mais à l'époque, en 2016-2017, et les années après qu'on suivi, bah en fait, j'étais un peu au bout. Tu vois, ça faisait des années pareil que je faisais peut-être 45-46 de tours de bras à froid. Bon, ça me. Tu sais, à un moment, quand tu t'entraînes et que tu progresses plus vraiment, alors tu recycles comme moi je faisais avec les cycles de progression, tout ça, mais en fait, tu reviens toujours au même niveau où tu gagnes 2,5 kg et il suffit que tu tombes un peu malade et puis tu es dégoûté. et là, niveau motivation, à chaque fois, si tu progresses pas et que tu t'entraînes toujours plus, c'est compliqué. Donc, c'est ce qui t'a poussé, j'imagine, à explorer un peu d'autres voies, c'est ça? Exactement. Donc après, bah, j'ai découvert donc en 2007 le kayak. J'avais un copain à la salle qui en faisait et qui m'a tanné pour en faire. Et quand j'ai fait du kayak la première fois, bah, ça m'a beaucoup plu. Tu vois, vraiment, j'ai senti que c'était quelque chose qui était naturel pour moi, même si j'étais pas très bon. Le geste, le mouvement me mettait rapidement dans un état de flow. Et donc, bah, j'ai investigué le kayak. euh, Par intermittence avec la musculation, parce qu'au début, c'était très dur pour moi de lâcher la musculation, parce que tout le monde m'apparentait à une apparence spécifique. Tu sais, j'étais le mec, certains disaient que j'étais bodybuilder, j'étais pas bodybuilder, mais voilà, c'était Rudy, il est musclé, il est balèze, il fait ci, il fait ça. Et tu sais comment c'est dans le milieu, c'est t'es balèze, tu maigris un peu, oh là là, t'as maigri, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, ou t'as pris du gras, oh là, t'as pris du. Enfin bon, bref, il n'y a jamais rien qui va de la part de personnes qui te connaissent pas et qui savent pas vraiment ce que tu veux faire. Et donc j'étais très attaché à cette image. Et donc pendant un moment, bah, j'ai mixé un peu les deux entre kayak, musculation, jusqu'à me tourner, je pense, en 2020 ou 2021, vraiment kayak. Donc j'ai fait du kayak à fond pendant, on est quelle année là, 2025? Je pense pendant 3 bonnes années. Non. Pendant Ok. 3 bonnes années, où je me suis entraîné jusqu'à 9-10 fois par semaine en kayak, où j'ai fait des stages un peu partout en France, où j'ai même été à l'étranger. Des fois, je me suis entraîné avec des membres de l'équipe de France, notamment bah, les filles, parce que comme je démarrais tard, bah, en fait, je pouvais suivre que les filles et encore pas toutes, tu vois. Euh, et donc, bah, je me suis investigué, et donc là, la muscu était devenue un peu plus secondaire, bien que je maintenais pour les apparences 2 bonnes séances par semaine. Mais c'était vraiment le kayak que je voulais faire, kayak, kayak, kayak. Et de nouveau, je suis arrivé à un plateau avec le kayak. Donc, au bout de 3 ans, je suis arrivé à un bon plateau que je pense que je pourrais peut-être dépasser aujourd'hui, mais que j'ai pas trop la motivation pour ça. Mais un nouveau plateau, je me suis entraîné toute une année et j'ai fait pareil que l'année d'avant. Tu vois, sur mes tests, sur mes performances. Donc, ça m'a un peu démotivé. Et finalement, bah, comme j'avais toujours suivi un peu le CrossFit, je suis assez observateur de tout ce qui se passe. On va dire des tendances. Bah, j'ai découvert un peu l'Aerox. Et pour moi, c'était beaucoup plus accessible que le CrossFit. J'ai jamais été très mobile, je pars de très loin, je passe beaucoup de temps assis. Bref, il faut beaucoup de travail pour que je fasse certains mouvements de CrossFit. Et j'avais pas spécialement l'envie. Et donc l'Aerox, bah, en fait, par son organisation, m'a ouvert les portes un peu de cet entraînement croisé. Donc on parle d'entraînement hybride, mais pour moi c'est l'entraînement croisé que j'aimais pas trop à la base parce que j'aimais bien exceller dans une discipline. Mais comme j'avais fait des années de kayak où c'est beaucoup d'aérobie, beaucoup de caisses, tout ça, vraiment des gros entraînements, bah, en fait, l'Aerox m'a permis de m'ouvrir à cet entraînement croisé où je vais faire du ski erg une journée, où je vais faire du rameur une autre journée, je vais faire du vélo aussi une autre journée, je vais faire de la course à pied, je vais faire encore du. Tu vois, ce matin j'étais au kayak, c'est pour ça que je brille un peu. Voilà, on enregistre. J'ai fait un peu de kayak. Et puis j'ai repris un peu plus la muscu, mais dans l'objectif, on va dire, de m'améliorer sur des versants que j'ai jamais fait, c'est-à-dire tout ce qui est endurance de force. Et donc en mettant à toutes ces nouvelles activités, bah, tu comprends bien que je retrouve une marge de progression que j'avais pas en fait sur le kayak où j'étais à fond et la muscu où j'étais à fond.
Et là, bah, je progresse presque chaque semaine. J'exagère un peu, mais sur ces différentes activités. Alors, je m'estime pas être un athlète hybride, parce qu'un athlète hybride, pour moi, c'est déjà un athlète. Et moi, je m'estime Il y a déjà pas un trop mot être athlète. important dans ça. Ouais, j'étais pas trop être un athlète parce que j'ai quand même pas mal de limitations en termes de mobilité, de souplesse, tout ça sur lesquels je travaille. Je le montre pas trop parce que c'est pas des choses qui intéressent. J'en ai parlé dans Protocole 40 où je montre un peu tout ce que je fais sur la mobilité, l'isométrie, tout ça, en partie. Mais aujourd'hui, je travaille beaucoup ça et je m'estime pas être un athlète. C'est pour ça que je me sens athlète en hashtag sur mes Hashtag. stories d'entraînement parce que ça me fait marrer. Mais j'essaye en tout cas aujourd'hui bah, de progresser sur pas mal de domaines, pas mal de modalités cardiovasculaires parce que j'ai une bonne marge de progression et je maintiens la muscu plus dans une optique renforcement, anti-blessure, longévité par rapport à tout ce que j'ai appris cette dernière année, on va dire. Et donc, c'est en ce sens qu'aujourd'hui, bah ouais, j'aime bien faire un peu de tout. Tu vois, kayak ce matin, là, je vais aller courir cet après-midi. Demain, bah, c'est muscu classique, donc c'est un peu la journée. Maintenant, muscu classique, c'est un peu repos, tu Journée vois. de repos. Ça, c'est un peu la journée de repos. Et bah, jeudi, je ferai vélo à fond, tout ça. Bon, bref, tu vois, je vais faire des trucs sympas. Ok, ok, super. Bah, très varié du coup, mais t'as commencé quand même relativement tôt à mixer un peu ça avec le kayak du coup, parce que en ce moment c'est plutôt acquis que mixer les deux, enfin le cardio fait pas forcément perdre du muscle, c'était quelque chose qui était vachement présent dans les idées avant. Maintenant on a pas mal de papiers qui ont démonté un peu le sujet, si en tout cas tu structures bien ton entraînement. Toi c'est pas quelque chose qui t'a fait peur au début? Ah si, mais moi, au début, dans les années, on va dire, de 2001 à 2015-2016, je voulais pas entendre parler de cardio. Ouais, Cardio, alors à après, fond. j'aime bien expliquer ça comme ça. Pour moi, c'est un continuum. Tu vois, ces histoires d'interférence. Je donnais un cours hier en BPGEPS et j'expliquais, c'est un continuum, c'est comme ça. Donc là, tu as tout ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, pour optimiser. Là, tu as tout ce qu'il faut faire pour faire du cardio et optimiser ton développement cardiovasculaire, cardio-respiratoire, etc. Ça veut pas dire que si tu es là, tu fais pas tout ce qu'il faut pour prendre du muscle, tu vas pas en prendre. Tu vas quand même en prendre. Si tu fais pas tout ce qu'il faut pour faire du cardio, pour développer, et que tu es là, tu vois, tu es là au milieu du stylo, bah, t'es pas au max, mais tu vas quand même développer. Après, ce qui est sûr, c'est que plus tu débutes, plus tu peux mixer le développement des deux, mais plus tu progresses dans un domaine, et plus tu es obligé de prioriser. Et moi, ce que j'ai fait tout le temps, parce que c'était ma philosophie, ça a toujours été ma philosophie, étant un peu obsessionnel, c'est moi, je voulais prendre le plus de muscles possible et le plus de force. Donc le cardio, en ce sens, c'était une fatigue supplémentaire. Alors bien sûr, ça n'empêche pas d'en faire un petit peu pour développer tes mitochondries, ta respiration cellulaire, avoir une meilleure récupération, tout ça. Mais Mais c'est pas sûr du que si tu veux cardio à haute mixer le... intensité, plutôt du cardio, tu vois, basse intensité, mais que je faisais pas. J'étais plutôt contre. Et après, bah, quand j'ai attaqué, vraiment le kayak, on va dire en 2020, voilà, vraiment 2020, j'ai vraiment attaqué. En fait, c'est que la prise de muscle, pour moi, était vraiment secondaire. Et de toute façon, j'étais à fond depuis un petit moment. Donc, perdre un peu, comme aujourd'hui, ça me gêne pas plus que ça. Je sais que dès que je m'entraîne un peu plus en muscu, je fais une vraie séance comme avant. Je vois que je gonfle et tout. Je reprends très vite. Parce que c'est ma nature depuis très longtemps. Mais c'est sûr que, en fait, en fonction de chaque individu, tu as une sorte de continuum qui est plus ou moins avancé. On en voit qui arrivent à tout faire à fond et qui progressent. Et d'autres, en fait, s'ils font tout à fond à la fois, ça fonctionne pas. Il y a bien une histoire d'interférence. Mais souvent, comme il n'y a pas de nuance dans les propos de chacun, on se dit ah bah merde, si je fais du cardio, je prends pas de muscle, ou si je fais de la muscu à fond, si je fais du cardio à fond, je prends pas de muscle. C'est pas aussi simple que ça. C'est juste il y a un continuum. Où est-ce que tu te trouves par rapport à ça? C'est comme dire je fais des séries de 10 pour prendre du muscle. Si j'en fais 11, je prends pas de muscle. Ah si, tu prends du muscle. Ou si j'en fais 9, je prends pas de muscle. Mais si, voilà, il y a une sorte d'idéal théorique. Et après, il y a un idéal pratique en fonction de tes antécédents, de ta génétique, tout ça. Et après, il y a quel est ton niveau. Ce qui est sûr, c'est que moins ta marge de progression est importante globalement, plus ton niveau est élevé, plus tu vas devoir prioriser et avoir des périodes de maintien sur certaines qualités pour développer d'autres, etc. Comme ils font un peu en CrossFit maintenant à très haut niveau. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pour ça, par rapport à ta semaine, à l'organisation, en ce moment, à l'heure actuelle, on sait que la science elle valide plutôt bien le fait qu'on peut s'entraîner deux fois dans la même journée sur deux disciplines différentes, du moment qu'il y a au moins 6 heures entre les deux, qu'on vient faire plutôt la musculation avant le cardio pour pas fatiguer le système nerveux. Toi, tu t'entraînes du coup, j'imagine, deux fois par jour, certains jours. Bah, déjà, c'est le cas aujourd'hui. Tu mixes les activités ou tu fais plutôt un jour cardio, un jour uniquement muscu. Quand tu fais de la muscu, est-ce que tu viens faire d'autres activités? Ça peut t'arriver. Tu as quand même une rigueur dans la programmation de ta semaine? Il y a une rigueur, il y a une organisation. Personnellement, je tolère pas trop. Comme moi, ma priorité, c'est le cardio, tu vois. J'ai pas envie Ouais, de faire la muscu avant le cardio déjà. ok. Parce Parce que que ton si je- objectif, c'est le Ouais, c'est cardio. cardio. Parce qu'en fait, si je me crève, tu vois, je fais le dos par exemple, je fais un half body le matin et l'après-midi, je fais le ski erg. Bah, je suis fatigué, tu vois, j'ai une fatigue Ouais, musculaire qui va m'ennuyer. Je te donne un exemple, j'ai voulu faire le kéké en faisant du dragon flag pour les abdos dimanche. Parce que je voulais filmer un truc abdos
pour Insta, bref, bon, je mettrai pas ça parce que. Et là, je peux plus bouger les abdos. Donc, tu vois, hier au ski et aujourd'hui au kayak, je pouvais pas vraiment accélérer. Ça me démonte au niveau du haut des abdos, là, sur la partie haute du grand droit. Donc, moi, j'ai plutôt des journées cardio et des journées muscu, tu vois. Où je prends les journées muscu. Alors, journée muscu, ça peut être aussi journée muscu et basse intensité le soir, tu vois. Mais ça va Ok. pas être deux grosses séances. Euh, et souvent, ma journée est un peu découpée bizarrement, mais parce que je travaille de chez moi, j'écris des articles, je fais des podcasts et autres, la plupart du temps, en dehors des périodes de formation. Bah, ce qui se passe, c'est que moi, en fait, toute la journée, mes pauses, ça va être, je travaille peut-être 45 minutes, une heure quand j'en ai marre, je vais aller marcher avec mon chien, ou je vais marcher 15-20 minutes, ou je vais faire une séquence de mobilité. Tu vois, ce matin, après m'être promené, j'ai fait 15 minutes de mobilité sur la rotation externe de hanche. Et puis tout à l'heure, avant de courir, je vais faire, je pense, à peu près 20-25 minutes de mobilité sur mes extenseurs de hanche et mes mollets. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais tu vois, donc déjà, il y a déjà un bon 45 minutes, une heure déjà de mobilité tous les jours. Ou d'entraînement tendineux conjonctif, comme j'ai pu décrire dans le guide ultime de l'isométrie, dans le guide du tendon, et dans le prochain guide ultime de la rééducation, qui va être énorme. Bref, donc tu vois, il y a déjà ça. Ensuite, bah, il y a ma séance. Je te donne un exemple. Et là, on est mardi quand on enregistre. Hier, lundi, j'ai fait ski erg. Donc là, en ce moment, je suis sur un cycle très aérobie suite à ma discussion avec Sean sur son podcast. Donc, je fais 4 fois 2000 et pas 3 fois 2000. Moi, je fais 4 parce que j'ai envie d'en faire plus. Ensuite, je fais un peu de muscu pour me reposer le cardio, tout ça, même si je monte pas trop, parce que comme c'est de l'aérobie, c'est de la, je dirais que c'est de la zone 2-3 pour moi. Ensuite, j'ai fait renfo, mollet, donc aussi bien, j'ai fait surtout solaire et jambes antérieures. Ensuite, j'ai fait soulevé de terre, jambes tendues et ischio assis à une jambe. Donc tu vois, j'ai fait un peu de muscu chaîne post. Et ensuite, j'ai fait du vélo. Tu vois, basse intensité. Là, j'en suis à une demi-heure, 2 fois par semaine en dehors de ma séance dure sur le vélo. Donc tu vois, ça c'était ma séance d'hier. Donc en fait, c'est une séance, mais c'est une séance qui a duré tout confondu, tout ça, peut-être 2 heures et demie. Tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est l'équivalent. C'est un peu le débat aussi que j'ai avec des copains. Eux, ils sont plus partisans de diviser ces séances-là. Cette séance, ils auraient fait genre ski erg sur une séance, et puis l'après-midi, ils auraient fait leur vélo et puis la muscu chaîne post. Moi, j'aime bien tout faire d'un coup dans mon organisation, parce que souvent, je me garde le matin, en tout cas, actuellement, pour travailler. Vraiment, c'est là que j'ai mes idées, tout. Et donc, dans mon organisation de ce qu'est une bonne journée, tout découle de ma définition d'une bonne journée. Vu que l'entraînement, j'adore m'entraîner, mais je vais pas, je vais rien gagner quoi. Que je vais gagner pour moi vis-à-vis de moi-même, mais je vais rien gagner, c'est pas ma vie non plus, c'est toute ma vie en tout cas. Bah en fait, j'essaye de tout mixer en une séance, sauf comme là quand je vais au kayak, parce qu'il y a plein de, comment on pourrait dire, de logistique pour aller faire du kayak, ce qui te prend un temps fou. Donc c'est pour ça que j'en fais pas trop souvent maintenant non plus, mais voilà. Ok, ok. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce on a la vision de ce qui est op- optimisé, de ce qui fonctionne le mieux, mais il y a aussi ce qui est optimal en fonction de toi. Et le fait que tu fasses de la muscu après, parce que c'est pas ta priorité, c'est déjà quelque chose qui est hyper important. Euh, il suffit pas de voir que le cardio, ça vient après, parce que sinon ça te fatigue. Et l'appliquer bêtement, il faut voir aussi tes objectifs, il faut voir aussi ce que toi tu priorises. Et c'était mon cas aussi. Quand je m'entraînais pour un marathon, c'était mon objectif à ce moment-là. Et du coup, je faisais ma course avant la muscu et avec très peu d'écart parce que justement, comme toi, c'est compliqué de scinder 2 entraînements sur la Bien journée, de sûr. revenir, d'être concentré, Bah, tu peux pas d'aller travailler, retourner tu peux pas s'entraîner, de se travailler en laver deux fait. fois. Ouais, non, c'est pas possible. Et comme tu dis, c'est pas ce qui fait vivre en soi. Donc, ce qui fonctionne le mieux pour chaque personne, en fait, c'est ce qui est le plus optimal dans son quotidien, dans sa réalité, quoi. Mais ouais, tu peux pas, à un moment, tu fais par rapport à ce que tu peux faire. Si, moi, je peux t'écrire un idéal sur une feuille de ce que je pense aujourd'hui être, qui est infaisable en fait. C'est comme l'alimentation. Tu sais, pour la plupart des gens, tu dis voilà ce qu'il faut faire. C'est infaisable. C'est infaisable. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on fait en tant que coach, aussi bien toi que moi, j'imagine, c'est trouver des compromis pour la majorité des personnes par rapport à ce qu'elles peuvent faire, par rapport à l'idéal théorique. Quel est l'idéal pratique qu'elles peuvent mettre en place et tenir avec régularité? C'est ça, bah, si on reprend l'exemple de ton continuum, c'est où est-ce que tu veux placer le curseur entre les résultats les plus rapides et les plus complets possibles, et aussi tous les efforts que tu as envie de mettre en place ou les sacrifices que tu as envie de faire dans ton quotidien. En général, il faut trouver le bon curseur, quoi. Et toi, ça n'a pas été compliqué de gérer... comment tu as géré l'ego, que ce soit l'ego de body, quand tu as commencé à implémenter du cardio, à réduire un peu tes séances, tu as certainement vu tes performances qui ont baissé, et de l'autre côté, des performances qui étaient
dans un premier temps de débutant, en ayant en tête que tu allais devoir faire énormément pour atteindre des standards qui te conviennent. Comment tu as géré ça d'un côté et de l'autre? Parce que ça peut être vraiment quelque chose qui freine, qui démotive quand on est dans la muscu et qu'on se dit, bah tiens, je vais me lancer, tu prends l'exemple d'un Aerox, je vais me lancer dans un Aerox, mais il va falloir que je commence à courir. Actuellement, je sais pas courir 1 kilomètre. Comment tu as géré tout ça, toi? J'ai jamais eu ce truc de je pas savoir courir 1 kilomètre quand même. Ouais, non, J'avais quand même pas pas, ça. mais- Voilà, j'avais pas ces trucs. Je partais pas de si bas. En kayak, je partais de bas parce que c'est techniquement, il y a plein de trucs que j'avais pas sur la coordination, la fluidité. Techniquement, il y avait beaucoup d'aspects que je devais travailler. Et donc, au début, bah, j'arrivais à maintenir les deux. Au début, je faisais beaucoup de muscu. Je faisais toujours mes 4 séances hyper dures. Et je faisais mon kayak 3 fois par semaine. Donc, ça passait largement. Et puis, T'as juste progressivement, bah, rajouté du volume. Ouais. voilà. Et après, bah, quand j'ai voulu vraiment progresser au kayak, bah, là, tu es obligé de ralentir la muscu. L'ego, je te dirais que j'en étais sorti depuis longtemps. Parce qu'à un moment, quand j'avais 14 ans et que j'ai commencé la muscu un peu avant mes 14 ans, j'aurais jamais pensé atteindre le physique que j'ai aujourd'hui. Et j'aurais pas pensé non plus atteindre le physique que j'ai eu, comme on dit, à mon prime d'un point de vue physique pour moi quand j'étais vraiment super balèze. Et donc j'ai largement dépassé ce que j'aurais cru possible. Vraiment. Donc en fait, le fait de perdre un peu, tu vois, c'est pas grave. Des fois, je vois des gars qui disent, ou des gens qui aiment bien critiquer sur les réseaux, ouais, t'as beaucoup perdu. Mec, je fais 1m95, je dois faire 96-97 kilos. Franchement, si c'est ça, avoir beaucoup perdu, ouais, j'ai perdu 3, 4, peut-être 5 kilos de muscle encore. Mais tu vois, c'est, je sais pas, 80 kilos quoi, hein. Là, tu vois, Ouais, je suis en débardeur, tu vois que, voilà, je fais pas pitié. Donc, l'ego, en fait, ça va parce que j'ai pas tant perdu que ça. Et comme j'approche des 40 ans dans 2 ans, vu ma web série Protocole 40, en fait, je me rends compte là, pour presque 40 ans, en fait, si on relativise, c'est incroyable le physique que j'ai. Sans me lancer de fleurs, c'est incroyable. Tu vois, c'est des clairement. trucs. Ouais, ouais, bah tu compares les gens de 40 ans, je sais pas, tu peux les voir. Mais il y a un monde, quoi. Donc, bref, l'ego, j'ai pas eu trop à le gérer parce que finalement, pour la population lambda, je suis toujours aussi balèze. Il y a juste pour la personne qui m'a pas vu depuis des années, qui était dans la muscu, qui se souvient des photos que je faisais, tout ça. Aujourd'hui, je fais plus vraiment de photos muscu, donc c'est difficile de comparer, mais qui va se dire, ah bah il a perdu, qu'est-ce qui s'est passé, nanana. Mais lui, son avis m'intéresse pas trop, tu vois. Je sais même pas pourquoi il me dit ça. En fait, il ferait mieux de s'occuper de lui. Non, mais c'est vrai, tu vois. Je vais pas demander son avis, donc finalement, tu sais, c'est comme si. J'ai entendu un truc dans un podcast tout à l'heure qui était intéressant. Il y avait une fille qui disait n'écoutez jamais des personnes qui n'ont pas la vie que vous souhaitez avoir. Tu vois, un truc comme ça. Et je trouve ça assez juste, tu vois. Moi, j'ai pas demandé l'avis à ma mère sur ce que je mange. Tu vois, elle a pas d'avis à donner, elle en sait rien, tu vois. On n'est pas du tout du même truc, du même monde. Donc, la vie des autres, j'y ai été vacciné parce que j'étais tout seul pendant longtemps sur les réseaux, à écrire des articles, à faire du contenu, tout ça. Et donc en fait, j'ai eu des hordes de personnes, je dis des hordes, mais des fois des centaines de personnes, des haters contre moi toute la journée, qui critiquaient tout ce que je faisais, qui n'arrêtaient pas, où je m'énervais. Donc je suis un peu immunisé, tu vois. Avec les années, ça me fait pas grand-chose. Et donc l'ego, bah l'ego, tu sais, la vie, c'est d'abord toi avec toi-même, en fait. Tu vois, c'est pas toi avec les autres. Tu vois, c'est toi avec les autres si tu penses que tu es le centre du monde. Mais finalement, quand tu réfléchis, t'es pas le centre du monde. Tout le monde s'en fout de toi, c'est juste une remarque que tu as pris ou un truc. Et en fait, c'est plus moi, comment je me vois, qu'est-ce qui me fait plaisir de faire, dans quoi je veux progresser. Et donc, si même là, je dois perdre encore 2-3 kilos, mais ça m'étonnerait que je perde encore 3 kilos, pour être meilleur dans ce que je fais, je les perdrai avec plaisir, tu vois. Ok, parce que ça sert ton objectif. Donc Exactement. la réponse en soi, ça serait peut-être déjà de connaître ces objectifs, de les connaître vraiment, pas de les avoir dans un coin de la tête, une vision floue de ce que tu veux faire. Et en fonction de ça, tu seras capable d'accepter une baisse de perte d'un côté, un processus plutôt long de l'autre côté. En tout cas, c'est ce que toi, tu as vu. Ouais, Et après, c'est un... il y a ce truc, excuse-moi Julien, il y a ce truc de j'ai peur de perdre ce que j'ai construit auparavant. Tu sais, il y a des gens, je vois des fois, ils me disent ouais, t'as pas peur de perdre tout ce que ça a construit, quel gâchis, nanana. Mais moi, je trouve ça triste pour certains que la vie soit de faire la même chose tout le temps, toute sa vie. Tu vois, t'as qu'une seule vie et je crois qu'il y a personne sur son lit de mort qui va se dire merde, j'aurais dû faire plus de muscu pour être plus musclé. J'y crois pas Je du pense tout, que tu c'est pour vois. ça qu'il y a cette vague du sportif hybride, entre guillemets. C'est parce que ça apporte un souffle neuf sur des personnes qui étaient coincées dans une discipline et qui se disent, bah, c'est vrai que c'est peut-être OK de changer, de redevenir débutant dans un domaine, d'explorer de nouvelles choses. Et ça emporte des personnes qui, justement, étaient dans cette vision-là.
moi, c'est dommage de perdre ce que je construis, quoi. Ouais, bah, je pense aussi à un moment, tu perds en rien en fait. Tu sais, tout se transforme comme on dit. Mon énergie que j'avais pour faire de la muscu à fond, bah, s'est transformée dans progresser au rameur, au skieur, en course à pied, en vélo. Voilà. Pour voir bah, où ça mène. Et en même temps, moi je trouve que c'est un bon test de savoir jusqu'où je peux aller en termes de cardio, de développement cardiovasculaire et même en termes de mobilité. C'est mes deux trucs un peu du moment. Jusqu'où je peux aller en ayant négligé ces deux facteurs-là pendant 15 ans. Ouais. Ça prouve aussi qu'il est jamais trop tard. C'est pas parce que tu cours pas depuis que t'es Ah ouais. ado que c'est trop tard. C'est quoi pour toi ton minimum viable justement sur la partie endurance, les entraînements types que tu fais? Tu vas plutôt travailler sur là tu parlais d'aérobie, sur ton endurance fondamentale, c'est quoi les facteurs que tu vas prioriser? Ah, ça va dépendre des périodes. Tu sais, j'essaye de cycler un peu. Pendant longtemps, j'ai tenu un podcast qui s'appelait Secret du kayak, donc qui est devenu Secret du Ok. sport depuis. Et en fait, bah, je m'étais intéressé vraiment à la planification, tu vois, tout ce qu'il faisait. Et beaucoup d'entraîneurs avaient cette philosophie, je pense, issue de Jean-Pierre Heger, qui nous a malheureusement quitté il y a pas longtemps, qui était de faire des cycles de 3 à 4 semaines. Tu sais, qu'on voit dans. Je sais pas si on voit ça. C'est quoi ton parcours scolaire, toi, Julien? T'as fait STAPS ou t'as fait un Moi, de BP? base, je suis pas issu du coaching. Mon parcours scolaire, c'est plus dans tout ce qui est management, entrepreneuriat, etc. Enfin, j'ai un master là-dedans, mais j'ai suivi des formations, donc notamment celle de Nevin Ok, et t'avais Bayesian Antoine. alors. Ok. Bayesian, ouais, Bayesian, donc Donc t'es super evidence-based. axé. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais remis du coup et je pense qu'ils véhiculent quand même ce côté qui est hyper important, c'est de remettre en contexte avec ce qu'on voit au quotidien, ce qu'on voit dans le coaching et le terrain, mais ouais, plutôt dans ce sens-là. Et du coup, les cycles que tu parlais, c'est avoir plutôt, par exemple, dans la muscu, un cycle de force, un cycle de body, etc. C'est ça? Mais Ouais, appliqué, du coup, à ta c'est plutôt les cycles à la Jean-Pierre Hier, c'était cycle intensif, cycle Ok, extensif. Et donc, tu alternais en général. Extensif, tu étais plus sur 3 4 semaines, plus une semaine de déload. Et intensif, c'était 2 3 semaines intensif et une semaine. Et donc, en fait, quand j'interviewais tous les entraîneurs, je leur disais, mais d'où ça sort ça? Et en fait, personne ne savait trop le dire. Et j'ai dit, sur le terrain, est-ce que ça se conforte ou pas? Parce qu'en musculation, mon expérience en tant que coach, après avoir coaché des milliers de personnes, c'est qu'avec des cycles de progression, moi, il y a des gens, je peux faire progresser 1 an non-stop à chaque séance. Si je gère bien leur progression, tout, pendant 1 an de suite, ils vont être sur de l'entraînement pour prendre du muscle, mais même des fois des années, en fonction du potentiel, de comment ils s'investissent, tout ça. Donc, il n'y a pas cette heure de cycle. Et en fait, ce que j'ai remarqué sur le cardio, me concernant, en tout cas actuellement, avec ma faible expérience, ma maigre expérience de quelques mois, quelques années, euh, c'est que en général, j'arrive à tenir 3, 4, 5 semaines sur une modalité spécifique. Donc là, le 4 x 2000 dont on rigole. Ou là, ça fait 2 semaines. Je pense que je vais tenir encore 2 à 3 semaines. Et ensuite, bah, je referai soit un test, soit je changerai de modalité pour développer, on va dire, autre chose. Donc là, au début, bah, je me suis entraîné beaucoup. Et moi, je faisais des séances un peu type à la con, 10 x 500 récup 1. Ça, j'aime bien. Voilà. Ensuite, je me suis entraîné pour. Je me dis, allez, je vais m'entraîner pour le 5000 mètres. Ça fera une bonne base. Donc, je faisais des 6 x 1000 récup 2. Ensuite, je me suis entraîné pour le 2000. Donc, je faisais des 4 x 500 récup 1 x 2. Et puis là, je me dis, bah, je me réentraîne pour le 5 km parce que c'est une bonne base aérobie. En faisant 4 x 2000. Et en me disant, bah, on va voir jusqu'où ça va. Après, mon idée, c'est quand même toujours la même. C'est que peu importe que tu fasses un test physio ou pas, et j'en avais fait 2 avec Sean. Et bon, c'est le constat de toute façon qu'il a aussi, hein. C'est qu'en fait, on a tous un premier seuil, un seuil aérobie, un seuil ventilatoire, un seuil lactate, peu importe comment on le mesure, qui est pas développé, qui est très très peu développé, parce qu'on n'a pas toute cette caisse vrai foncier développée depuis des années. Alors bien sûr, si tu fais que ça, bah tu peux perdre un peu tes autres qualités. C'est pour ça que des fois, bah, je fais des séances un peu plus courtes, des 500, des fois ça m'arrive même des 250. J'ai des séances que j'ai pu faire avant l'Aerox, où c'est 4 x 250 récup 30, où là tu bourres comme un malade. Mais je suis beaucoup dans cette phase de développer l'aérobie, l'aérobie, l'aérobie. Pas tout le temps parce que c'est quand même chiant, c'est pas des entraînements tarifs où tu te mets. C'est pas, il y a moins le goût de l'effort, tu vois. Mais c'est vraiment ça la priorité, c'est de voir jusqu'où je peux développer justement ce premier seuil, sachant que j'en manquerai sans doute toujours, euh, pour ensuite bah, pouvoir tenir, on va dire, plus longtemps les efforts de type Irox. Je me suis rendu compte avec les années, et c'est peut-être un débat pour certains, mais que finalement la qualité reine, c'était pas la force max, c'était pas la c'est force endurance, l'endurance. c'était l'endurance de force. C'était l'endurance de force. Et donc finalement, je suis un peu dans cette optique-là de développer mon endurance de force au maximum, ce que tu fais en faisant de l'aérobie sur les ergots,
de la pseudo-aérobie, zone 2-3, ce que tu fais en courant la plupart du temps. Je vois plein de gens, je pense qu'il y en a qui nous écoutent, qui débutent la course à pied ou qui débutent le cardio. Ils font du vélo tranquillement, ils sont à 150 pulsations, 160 pulsations. Ils sont pas du tout en aérobie. Ils n'arrivent pas à être en aérobie tellement ils partent de bas. Mais après, ça va arriver avec le temps, avec les mois, les années. Et pas, il y en a qui courent, ils courent à 8 km/h, ils sont à 170 pulsations. Il y en a plein. Donc en Ouais, fait, ce qui montre que on parle de très bas et que finalement, la force, on l'a souvent caricaturé en disant la force c'est la force max. Mais en fait, la force, c'est une multitude de choses. Et je pense que pour la plupart des gens, en fait, c'est l'endurance de force. Et donc, moi, c'est ce que je pense que je manque le plus. Parce que j'ai fait de la force max pendant un moment, et surtout de la force endurance pendant un moment. Et l'endurance de force, ça, je l'ai délaissé complètement, quoi. ok, ok. Euh, c'est marrant parce que ça peut être le cas de beaucoup de personnes, ça d'avoir d'excellentes qualités développées dans un domaine qu'on retranscrit dans un autre contexte. Et ça va marcher un petit peu, mais il nous manque un socle et c'est intéressant de le retravailler, quoi. Et du coup, c'est ce que tu fais. Et je rebondis du coup sur le cycle en endurance, ce qui peut être intéressant aussi de faire pour quelqu'un de lambda qui s'entraîne, qui a envie de mixer un peu les deux, c'est de varier les objectifs d'endurance, prendre des dossards sur des 10 km, prendre des dossards sur des formats un peu plus longs, prendre des inscriptions sur des aérobes, sans mixer un peu tout ça sur des cycles d'entraînement de 8-10 semaines. Et ça va naturellement faire varier les types d'entraînement et naturellement cycler, non? Bien sûr, mais dès qu'il y a une compétition, ça te motive. Parce que tu t'engages à quelque chose. Tu as pris un dossard, donc ça t'engage. Alors que quand tu n'en prends pas, tu vois, moi, ça, comme moi avec l'Irox, un peu, c'est bon. Je suis pas spécialement motivé par la compétition, mais quand tu t'inscris, tu t'engages à faire quelque chose, quoi. Ok. Et tu seras sur l'Aerox de Paris là en octobre? Non, je fais normalement Genève, et après, je serai normalement, si tout va bien, je serai sur celui de Bordeaux pour l'avant-première de mon livre. Ok. Je mettrai les liens de ton livre en description. On pourra retrouver ça, qu'on soit sur YouTube, sur toutes les plateformes de Ceux qui podcast. sont intéressés pourront taper hybride, Hybrid, et normalement, bon. Ceux qui sont Normalement pas. intéressés le trouveront, ceux qui sont pas intéressés le trouveront pas, mais c'est pas grave. Qui sont pas intéressés nous écoutent plus. Et donc là, t'as deux Aerox Ah, j'en en ai un cours de à, prep. à Bordeaux, je participe pas, j'y vais juste comme ça. Dans ma tête, c'est plutôt de faire 2 Aerox par an pour me motiver, me donner un objectif. En double? Autre, ouais, En- pour l'instant, je pense pas, je pense pas avoir une bonne caisse pour le faire tout seul. Voilà, je pense pas avoir le niveau pour faire un truc vraiment bien. Et donc, je suis plus dans cette optique de le faire en duo pro avec toujours le même pote. Et si un jour j'arrive vraiment à m'entraîner comme je veux, à bien progresser, je passerai en solo. Mais après, tu sais, moi, la muscu, c'est quand même un sport très égocentrique, tu vois, où tu fais vraiment tout seul. Même si j'ai essayé de faire une sorte de club avec le club super physique que j'avais créé virtuellement, d'organiser des compétitions, tout ça, c'est un sport très égocentrique. Et aujourd'hui, j'ai quand même moins cette motivation de faire tout seul. Tu vois, moi j'aime bien faire avec les autres, j'aime bien avancer avec les autres. Tous mes projets depuis gamin, c'est ça, c'est la communauté. Tu vois, c'est les forums, c'est ma rubrique Patreon, c'est la communauté Leadercast, c'est la communauté faire mieux ensemble que seul ou rien. Et donc je prends plus de plaisir à faire en duo que tout seul. Tout seul, je me dis, j'ai passé ce cap, tu vois, de l'ego. Je l'ai passé un peu ce cap d'écraser les autres. En fait, je préfère, tu vois, si on est à deux sur un duo, mais on fait du mieux qu'on peut, tu vois, à deux, et en plus on fait en même temps. Tu vois, tu peux pas lâcher. Et j'ai plus ce truc de vouloir gagner tout seul. Parce qu'en plus, je sais que tu fais rien tout seul, de toute façon. Y a rien qui se fait tout seul dans ce monde. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant sur ce type de format, c'est que tu peux jumeler le fait de t'entraîner tout seul sans dépendre d'un créneau horaire, d'un sport collectif ou de la motivation de quelqu'un. Tu peux mixer aussi des entraînements avec la personne en question et tu peux avoir un objectif commun et un rendu qui se fait à deux. Et c'est ce qui est. Enfin, ça allie praticité et motivation. Je trouve que c'est vraiment cool là-dessus. Et qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui se lance dans l'Aerox, qui est uniquement dans la muscu et qui veut se lancer dans un Aerox pour te voir à Bordeaux? Ouais, pour me voir. Je pense que c'est pas une bonne raison de se lancer pour me voir. On peut me voir beaucoup, beaucoup plus facilement. Mais non, si tu fais que de la muscu, tu sais, il faut toujours mettre un peu de contexte quand on donne des conseils. Mais si tu fais que de la muscu, en fait, il faut que tu démarres la course à pied et tranquillement. Souvent, quand tu as un bon niveau dans un domaine, t'acceptes pas au début d'être mauvais dans un autre domaine. Tu vois, tu dis non, 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 c'est pas possible, je peux pas être nul comme ça. Et en fait, c'est démarrer vraiment doucement la course à pied, quoi, pour pas te blesser. Pour pas te blesser. Tu sais, il y a toujours cette histoire de surcharge progressive, de pas dépasser
tes capacités via les contraintes que tu mets. Et l'erreur que beaucoup font, c'est de démarrer, t'as jamais couru, puis tu cours 30 minutes tout de suite. Si tu te blesses pas, c'est un miracle. Alors il y en a pour qui ça fonctionne, mais pour la plupart des gens, bah, en fait, il faut démarrer par 1 minute de marche, 1 minute de course, fois 2 ou 3, puis après à 4 fois, 5 fois. Et en fait, il te faut déjà 4, 5 mois pour commencer à faire des vrais footings. Donc après, J'ai reçu Blaise Dubois, le fondateur de la oui, clinique du coureur, clean coureur. et il parlait justement de ce 1 minute, qui peut être frustrant Bien mentalement sûr. parce que tu as l'impression d'être sportif, mais en soi, si tu es sportif et que tu vas à la salle et qu'après tu restes à la maison, tu fais pas grand-chose, tu es quand même un sportif sédentaire, et en tout cas, toute ta chaîne musculaire ou squelettique qui est pour la course à pied, elle n'est pas développée. Et t'as entièrement raison là-dessus. Ouais. Après, l'inverse, c'est pareil. Un mec qui fait que courir, qui fait jamais une muscu, s'il arrive, il démarre la muscu tout de suite. Franchement, il peut plus bouger, quoi. Mais il y a une différence, c'est que la muscu va mécaniquement le stopper, il va pas pouvoir directement prendre une barre à 100 au développé couché. Ouais, voilà. Bah là, pareil, il va pas Conséquent. pouvoir courir à 20 km/h. Il pourra Ouais, non. courir un Mais peu en mentalement, durée. il va pouvoir essayer de courir toujours plus loin, encaisser la douleur, aller vers l'échec, alors que l'échec, c'est clairement pas ce qu'il faut faire en course à pied. Donc, tu vois, c'est plus démarrer doucement. Et après, bah, s'entraîner sur les différentes stations. Tu vois, alors, quel est l'objectif? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quel est l'objectif de faire un Irox? Est-ce que c'est de participer, c'est de découvrir? Et dans ce cas-là, bah, il n'y a pas trop besoin de se mettre vraiment dedans sur l'entraînement. Si tu veux performer au mieux que tu peux, bah là, il faut du temps. Je pense encore une fois que faire 1, 2 ou 3 Irox par an, bah, c'est bien. En faire plus, en Ouais, fait, t'as pas le temps t'es plus dans le truc de participer, tu vois. T'es Ouais. pas dans l'objectif de progresser. Alors après, si c'est un événement social, pourquoi pas, tu vois. Mais voilà, tout dépend de l'objectif. Faut te le fixer. Mais c'est vrai, commencer doucement la course à pied, apprendre la technique des stations, pas vouloir aller trop vite. Parce que pareil, encore une fois, quand tu débutes une activité, tu es là, tu te dis, est-ce que tu forces pas un peu trop, tu vois. Alors qu'il faut vraiment prendre son temps. Parce qu'hier, il y a toute une technique. Au rameur, les sleds, il y a toute une technique. Et souvent, on essaye de griller les étapes. Parce qu'on est dans un monde qui nous dit qu'on peut tout avoir rapidement avec des hacks et des astuces. Alors que pas du tout. Tout demande du temps, du temps, du temps. Et beaucoup plus de temps qu'on le pense. Et des répétitions, encore des répétitions. C'est pas pour rien que même les athlètes de haut niveau font des drills 100, 200, 300 fois à l'entraînement. C'est parce que c'est des répétitions, quoi. Bien sûr. C'est pareil sur ces exos. Ok, donc d'abord la course à pied pour Ouais. entraîner le système cardiovasculaire et ensuite se familiariser avec les exos en question sur l'Aerox. C'est ça? C'est ça, grossièrement c'est ça. Après, il y a 400 pages dans le bouquin, donc voilà, je les résumerai très rapidement. Ok, ok. Et au niveau nutrition, qu'est-ce que tu as changé entre ta période des 15 ans full muscu et ta période actuelle où tu vas essayer de tirer un peu sur différentes facettes de ton corps, de tes performances? Je sais qu'on Bah, parle pas beaucoup de glucides, de l'importance des glucides quand on fait de la muscu, c'est pas forcément quelque chose qui a un rôle prépondérant dans tes progrès, dans tes performances. C'est quelque chose que tu as dû implémenter d'une manière différente avec l'endurance ou... en fait, je vais en mettre en perspective le fait que j'ai pris 20 ans. Ouais, Donc tu vois, ok, comme je ça va. disais, j'ai commencé à 14 ans. Moi, à 14 ans, je mangeais comme un loir. Franchement, alors je mangeais assez sain, mais les quantités, ça y allait. Tu vois, les glucides, je me souviens dans les années où je m'entraînais vraiment à fond, je mangeais 200 grammes, je sais pas, de flocons d'avoine le matin, 200 grammes de riz cru le midi, 200 grammes de riz cru le soir, et encore 150 grammes de glucides, d'une source de glucides au goûter, tu vois. Donc je mangeais, quand je faisais que muscu, tu vois. Donc après, les années ont passé, et Et je effectivement, rebondis sur ça, ça veut dire comment c'est jeune. Vous avez ah maximisé ouais, plein de bien sûr, résultats sans forcément pouvoir tout faire à la perfection. Il y a ah, plein de choses dans le corps bien qui font sûr, que la moindre répétition, elle va compter. Et ah, bien comment sûr. c'est jeune. Quand t'es jeune, c'est ce qui, mais c'est ce qui change tout. C'est ce que je dis souvent quand les mecs disent ouais comment t'as fait nana. En fait j'ai commencé à 14 ans. Je dis à cet âge-là, et avant ça, je faisais déjà un peu de pompe, un peu d'abdos, je faisais déjà pas mal de trucs, tu vois. J'étais déjà dedans. Bref, par rapport à la diète, bah donc avec les années, je mangeais un peu moins, progressivement un peu moins de glucides, mais j'en ai toujours mangé beaucoup. Je pense que si je faisais une analyse de mes gènes ApoE, bah en fait, je tolère bien les glucides et je suis plutôt fait pour ça. Plus que pour les lipides en tout cas. Et donc je suis arrivé peut-être quand je faisais muscu, je te dis ça de mémoire, mais peut-être à passer à 150 grammes de glucides, de source de glucides crus 3-4 fois par jour au lieu de passer à 200, au lieu des 200 grammes. Donc j'avais diminué un peu. Et là, bah, comme je vieillis encore, malgré les entraînements cardio, tout ça, bah, en fait, je suis à quoi là? Je suis à
160 matin, 160 midi, 140 le goûter. Et je suis à 80 ou 100 le soir là en ce moment, comme je m'entraîne pas mal. Donc tu vois, je mange moins que quand j'étais plus jeune et je faisais plus muscu. Là, je mange moins, ouais. Tu vois, donc Ok. finalement, j'ai pas ce truc de qu'ont beaucoup de gens quand ils se mettent au cardio de manger plus, 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 plus. Parce que mes séances sont pas non plus si longues, tu vois. Quand tu fais 4 fois 2000 au ski erg, ça fait 32 minutes d'effort, plus 30 minutes de vélo, ça fait 1h02. Tu vois, c'est pas énorme. Je fais le kayak, ce matin j'ai fait 1h20 avec les pauses, donc en fait j'ai fait à peu près 1 heure d'effort en réchauffement. Tout à l'heure je vais courir 30 minutes. Donc ça c'est pas des gros gros volumes comme tu as pu faire par exemple avec le marathon. Donc ça brûle, mais c'est pas si énorme que ça. Et puis d'autant plus que, comme je disais, j'ai pu comment? J'ai plus 20 ans quoi. Avec les années, je mange moins naturellement, même si j'ai toujours un solide appétit, mais je mange moins. Donc ouais, j'ai pas eu de vrai changement drastique. C'est juste que le cardio là me permet de remanger un peu des glucides le soir que j'avais dû arrêter quand je faisais que de muscu. Ok. Et t'as pas adopté de stratégie de glucides pendant l'effort. Après, comme tu dis, tes séances, elles sont relativement Ouais, elles sont en un peu dessous de courtes. l'heure. Elles sont un peu courtes. Bah, elles durent longtemps parce qu'il y a le temps de s'échauffer, le temps de faire des trucs. Tu discutes une fois que tu as fini, voilà, un peu avec les potes et tout à la salle. C'est le temps Pas trop. effectif. Ouais, en fait c'est trop court. Tu vois, si je faisais vraiment du long, je prendrais des glucides. Mais là, tu parles au pire. Moi, je prends pas mal. Je sais que c'est un peu décrit, mais je prends pas mal de BCA pendant la séance quand elles sont longues. Je trouve que c'est Prendre un des pratique ça. BCA. Ouais, BCA. Bah, nous, avec Superphysique, on a notre marque sur Superphysique Nutrition. Et donc, on a fait des BCA qui groupent BCA, tyrosine et caféine. Donc, en fait, quand tu prends, tu sens que psychologiquement, tu sens que tu descends moins, quoi. Tu sens que tu descends moins. Tu gardes la T'as la partie motivation un peu power. plus longtemps. Et donc bah, j'en prends pas mal, tu vois, ça, sur des séances comme hier, j'ai dû prendre entre 15 et 20 grammes, tu vois, tout cumulé. Ok. Donc finalement, voilà, c'est un peu ça mon truc. En plus, bon, les BCA sont glucoformateurs, donc s'il y a besoin, je fais peut-être un peu de glucides. Mais bon, je pense que j'ai les réserves suffisantes pour les efforts qui sont pas si longs, tu vois. Et là, hier, tu parlais de ça, mais sur un entraînement musculation, tu prends les BCA. Ouais, ouais, parce qu'en fait, en gros, je fais pas une séance en dessous de 2h30, quoi. Ok, ok, ouais, j'allais dire. Parce que Voilà, enfin, en euh, fait, toutes mes séances sont j'ai très j'ai cette, longues. Sont j'ai très cette longues. notion en tête que les BCA, c'est pas forcément utile pendant une séance. Et que si tu as ton quota Quota de de protéines protéines, sur la, voilà, ouais, c'était sur la c'était le journée, c'est truc. ok. Ça Mais en peut fait, être comme mes séances sont intéressant très longues, enfin, voilà, c'est intéressant comment? aussi sur les performances d'endurance, d'ultra-endurance, où tu vas courir vraiment plusieurs heures. Là, ça peut être intéressant. Et en effet, du coup, si tu as des séances longues, ça peut, Et en ça fait, peut avoir elles son sont toujours très longues. J'essaye de réduire la durée, mais je sais pas comment faire. J'ai pas l'impression de tout le temps en faire, mais comme je fais pas mal de tests par rapport à ce que je pense connaître désormais de l'entraînement global pour la longévité, en fait, je suis sans arrêt en train de faire des tests pour faire des meilleurs articles ou des meilleurs contenus. Et en fait, ça me prend un temps fou, quoi. Il y a la partie musculation de travail et musculation, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et t'es quand même en surplus calorique avec tout ce que tu fais? Ou t'es Non, sur un faible? Non? moi, je suis un peu en déficit, ce qui fait que j'hésite pas à rajouter des trucs, tu vois. Des fois, au lieu de manger un yaourt aux chèvres, bah, je vais en prendre deux ou trois, tu vois. Ah, Ok. j'achète, bah, je sais pas, t'as vu ma vidéo où je fais mes courses, tout ça. Je fais ça dans une fruitière, donc c'est que des trucs locaux. Il y a du miel du coin, donc ça m'arrive, allez, je rajoute une cuillère de miel par-ci, une cuillère de miel par-là. Je pense que, en fait, j'arrive à sentir un peu avec les années quand je mange pas assez. Tu vois, quand t'as du mal à Ouais. dormir, quand t'es un peu Grâce à l'expérience. irritable, quand tout le monde t'énerve. Là, Mais je du sais coup, que je mange pas assez. Je sais que je mange pas assez. Et à l'inverse, quand tu sur manges une. trop, t'as envie de dormir. Tu vois, quand tu manges trop, t'es amorphe. Ouais. Non, clairement, clairement. Mais tu vises sur une période donnée, globalement, un léger surplus pour progresser, ou tu vises vraiment. Ton objectif, c'est le déficit. Parce que de ce que je comprends, tu es en déficit pour pouvoir te permettre un petit truc à droite à gauche, c'est ça? Non, c'est que, en fait, je mange déjà beaucoup. J'ai plus l'appétit. J'ai dit que j'ai un solide appétit, mais j'ai pas un appétit non plus. Tu vois, quand le matin, j'ai mes 4 œufs avec mes 160 grammes de riz cru, mes carottes, mes noix, mon fruit. En fait, tu Attends, vois, c'est énorme ça j'ai un déjà. saladier, tu vois. C'est Et en énorme. fait, voilà, j'ai un saladier. Et donc, j'ai pas spécialement, d'un point de vue, tu vois, santé. Déjà, c'est pas bon pour la santé. Là, ce que je fais sur la diète, c'est un peu trop. Bah, j'ai pas trop envie de manger plus. Donc, je suis Pourquoi plus dans tu te une rajoutes pas des optique. calories faciles? Bah, je suis contre la malbouffe, tout simplement. Non, je te demande pas de manger un Burger King. Non, non, mais en fait, des calories faciles, pour moi, ça va être la cuillère de miel ou un Ouais, carré de ok. chocolat. Tu vois, ça va être ça.
Mais en fait, je suis plus dans cette optique d'autorégulation, tu vois, où je m'autorégule aujourd'hui sur la bouffe. J'ai ma base. Si je sens que j'ai besoin de manger un peu plus, bah, je vais faire un peu plus de riz ou de pommes de terre. Si je sens que j'ai mangé un peu trop, ou je vois que bah, j'ai pris un peu de gras, je dis bon, bah, je remange un peu moins. En fait, la diète aujourd'hui, c'est plus pour me permettre de soutenir les efforts que je fais. Et après, bah, il y a toujours, là, il y a un peu d'ego. C'est quand je vais à la salle et que je fais les pecs, bah, là, tu sens quand tu es en déficit, quoi. Là, tu le C'est ça. sens, t'es pas content, mais sur le reste, ça se sent pas. Donc, des fois, je me dis, bon, faut arrêter de faire le développé couché, là. Ça, c'est vraiment le piège. Et il y aura plus de soucis. C'est Mais vrai que sur les non, exos lourds, tu perds 2% de ta perf, ça se sent direct, quoi. tu prends la barre, tu sens direct qu'elle est lourde. Tu vois, tu te mets là, tu dis, oulala, c'est hyper lourd. Ouais. Donc, non, bah, j'essaie pas spécialement de maigrir. J'essaie d'être à peu près stable, mais stable en ayant du jus. Donc, je suis sans arrêt en train d'un peu d'autoréguler, avec les glucides, notamment le soir, à mettre plus ou moins à 50 grammes près, tu vois. Il y a des choses qui ont changé ces dernières années dans ta vision de la nutrition, dans, dans ta façon de t'alimenter, des choses que tu faisais beaucoup avant, que tu as oublié parce que tu t'es rendu compte que ça n'avait pas forcément d'effet, c'était un peu chiant pour les résultats que ça avait, ou il y a des choses comme ça qui ont évolué dans ton cheminement? Bah, c'est que je fais encore plus attention qu'avant à la provenance des aliments. Avant, tu Ok, vois, ça pouvait m'arriver d'acheter de la ratatouille surgelée ou des bocaux de ratatouille. Ça, c'est terminé. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est poison. Aujourd'hui, pour moi, ça, c'est poison. Voilà. ok, J'achète vraiment le plus possible local. J'achète ma viande. Allez, je fais une petite pub à mon pote David sur Féroce. Tu vois, voilà. L'huile d'olive, c'est pareil. Je vais vraiment maximiser au maximum tout ce que je peux acheter en local. J'achète en local. Et ok. tout ce que je trouve pas en local, je cherchais la meilleure qualité parce que je peux me le permettre aussi. D'un point de vue financier, faut se rappeler que la santé c'est pas gratuit. En tout cas, essayer d'en prendre soin, c'est pas gratuit. Ça, c'est vraiment mon gros point d'amélioration où on peut comparer la dernière vidéo que j'ai fait il y a peut-être 2 mois sur Protocole 40 et ma vidéo où je filmais mes courses à Auchan il y a 10 ou 15 ans où là j'étais trop heureux de voir le saumon fumé en promotion 1 kg. Aujourd'hui, saumon fumé, j'en mange pas. Là, tu peux m'en donner, j'en mangerai pas. Ça, pour moi aujourd'hui, c'est poison. Donc tu vois, je me suis plus les années passent et plus je suis soucieux, bah, d'une part, d'où ça vient, et après également, voilà, est-ce que d'un point de vue écologique, ça va aussi, même si le pouvoir qu'on a est assez faible. C'est plus ça qui a changé. Après, j'ai toujours cette vision que je mange trop d'un point de vue santé, mais comme je m'entraîne beaucoup, tu vois, après, c'est le compromis entre guillemets que je fais sur la santé, c'est que j'en fais trop et je mange trop. Voilà, ça c'est sûr qu'en quantité d'entraînement ou d'alimentation, c'est trop. Ça revient à combien de calories par jour? Tu manges combien? Ouais, je mange un peu plus de 4000. On dit en général qu'on peut manger et consommer 3 fois son métabolisme de base. Non, c'est. Ouais. Ouais, je suis pas sûr que ce soit trop la santé, tu vois. Moi, la santé, si on regarde, Bah, c'est après, sûr que de toute façon, tant que tu pousses un curseur, là, ton système ouais, digestif, tu le ouais. mets à rude effort. Forcément, Ouais, ouais, si tu tu vois, c'est manges toujours trois un fois comme peu. une personne normale, tu lui demandes de travailler 3 fois plus, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et comme on disait pas les organes qui sont 3 fois plus entraînés, même si il y a un peu d'adaptation qui se fait avec les années. Mais j'ai toujours en tête ces histoires de zone bleue, là où les personnes vivent Ouais, le plus longtemps. En fait, on elles mange mangent peu, un peu moins que on leurs mange très besoins, peu. quoi. Moi, après, quand je finis un repas, j'ai jamais le ventre gonflé. Je suis jamais rempli non plus. J'ai toujours de la place. Donc, mais je sais que manger 4000 calories, c'est pas la santé, quoi. Ça, c'est sûr. Je rebondis, pourquoi tu dis poison sur les légumes surgelés? Bah souvent c'est des trucs qui viennent du tiers-monde, hein. En Ok, fait, dès que plus pour la c'est... provenance. Ouais, c'est la provenance. Tu vois, c'est agriculture non UE. Déjà, agriculture UE, t'es comme ça, tu changes de gueule quand c'est bio. Agriculture non UE, là, tu changes de gueule. Donc après, c'est mieux que rien. Après, c'est toujours pareil, c'est un curseur. Tu vois, t'as ça, t'as ton curseur. C'est jusqu'où t'es prêt à aller. Qu'est-ce qui te parle ou pas? Il y a des trucs, quand j'étais il y a 10 ans, je disais non, mais attends, je vais pas aller à la fruitière, j'ai toutes mes courses à Auchan et puis c'est tout. Ça me fait chier de faire plusieurs trucs. Là, aujourd'hui, je prends le temps de faire plusieurs magasins. Là, je me suis remis aux légumes un peu fermentés, tout ça. Bah, je vais dans un magasin bio exprès qui fait des légumes fermentés, etc. Pour en acheter. Voilà. Ça me fait des détours qu'avant, je n'étais pas prêt à faire. Donc, je fais plus d'efforts, quoi. Et avec tous ces efforts sur l'alimentation, il y a des compléments alimentaires que tu prends moins, que tu prends plus, que t'as pas changé, ça. Et alors, comme, on a la comme j'ai la marque Superphysique Nutrition, bien que si j'ai fait cette marque, c'était d'une part, comme elle a presque 10 ans, c'était pour répondre à mes besoins, aux miens et à ceux de mon associé Fabrice, parce qu'on ne trouvait pas ce qu'il y avait sur le marché. Tu sais, c'était encore une époque où je veux pas citer de marque, mais des grosses marques américaines, soi-disant américaines,
avait un peu le monopole. Elle sponsorisait des athlètes professionnels, bodybuilding, c'était encore la mode du bodybuilding. Et finalement, c'était, tu regardais les compositions, c'était pas fou quoi. C'était des compromis, tu faisais des compromis. Et donc on s'est dit, bah, on va faire notre propre marque. Donc c'est simple, je prends 90% des compléments qu'on fait, ce qui vaut à une bonne trentaine de gélules par jour. Gélules en pullulant, donc ça va, c'est pas des saloperies. Sans dioxyde de titane et compagnie. Donc je prends bah, tout ce qu'on fait et même plus encore. Là, on est en train de refaire notre multivitamine. Donc où on va mettre du coenzyme Q10 en plus. Ça fait des années que je milite pour ça, mais que mon associé traîne. Mais un multivitamine, du zinc magnésium, de la créa, des oméga 3, des probiotiques, des compléments pour les articulations, du collagène, de la glycine, donc des BCA, la prot bio. Je sais pas, franchement, je prends presque tout ce qu'il y a sur le site. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Par facilité, parce que c'est plus facile de les avoir comme ça que dans l'alimentation, ou parce que justement c'est ta marque, t'as cette proximité, cette facilité d'accès qui fait que bon, au moins t'es sûr de tout avoir. C'est quoi le point de vue? Ah bah, l'alimentation classique, aujourd'hui, même si je Comme vais un faire plongée, attention, hein. tu sais jamais ce qu'elle va t'apporter. Tu sais jamais si il y a autant de vitamine C qu'on t'a dit. Tu sais, quand tu prends même les valeurs protéines, lipides, glucides, ils ont analysé une fois, ils ont fait une moyenne, ils ont dit, allez, c'est ça. Mais Ouais, puis il y a une c'est marge pas, d'erreur de voilà, 20%. c'est pas vraiment ça. Ensuite, il y a le fait que bah, je prends les trucs un peu classiques, tu vois, où on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Tu prends du zinc magnésium, ça peut faire que du bien. Tu prends un multivitamine, globalement, s'il est dosé classiquement, il n'y a pas de risque. Tu prends de Ouais, la tu vas pas prendre du créatine, fer à l'aveugle ou. tu sais que voilà, ça va aller. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin, et c'est un débat que j'ai avec Jérôme que tu as vu tout à l'heure, ton inspirateur, euh, où tu peux pousser le truc très très loin maintenant avec la médecine fonctionnelle, faire une analyse très poussée, et ensuite dire voilà ce dont j'ai besoin pour essayer d'être à l'équilibre. Moi, j'ai pas encore franchi ce cap-là parce que j'ai un peu cette question qui me taraude de faut-il chercher absolument à n'avoir aucune carence, dans le sens où, comme le disait Anthony Berthoud dans un récent épisode avec David sur Limitless Project, Je vais le est-ce recevoir qu'en d'ailleurs. comblant toutes ces carences, on n'est pas en train d'habituer notre corps à un certain confort et à ne plus savoir réagir en cas de carence? Tu vois? Donc il y a un peu cette question. Donc finalement, je prends ce que j'estime être les indispensables. Nous, c'est ce qu'on propose sur Superphysique. On ne propose pas des trucs dernier cri, à la mode, quoi. On reste vraiment très centré sur. En plus, bon, l'histoire des compléments, c'est un peu compliqué, hein. C'est trouver le sourcing, d'où ça vient, etc. exactement, pour pas t'empoisonner. Ensuite, tu as les labos avec lesquels tu travailles. Donc, pareil, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez pas le faire? Est-ce que vous pouvez mettre ça dans une gélule? Oui, quel est le délai? Et l'étiquette? Et nanana. Est-ce que c'est approuvé par la répression des fraudes? Oui, non. Enfin, bref, c'est tout un schmilblick qui prend, qui prend des mois. Là, je te parle de changement sur les compléments SP, mais ça fait des mois qu'on est dessus, ça va prendre encore des mois. Et donc, à la fin, je me dis, bah voilà, c'est sûr que c'est pas aussi bien que d'avoir ça dans l'alimentation, mais je n'ai aucune certitude de retrouver ça dans l'alimentation. De savoir couvrir les besoins que je peux avoir par rapport à tout ce que je peux faire comme activité pour pas être fatigué. Donc globalement, il y a une facilité d'accès parce que je fais pratiquement ce que je veux avec la marque Superphysique Nutrition et que finalement c'est un peu la promesse du début, c'est je fais des compléments pour ma consommation perso et ensuite je les propose à ceux qui veulent prendre les mêmes que moi, sachant que j'essaie de tout faire pour pas m'empoisonner. Donc normalement, vous ne devriez pas vous empoisonner avec, sinon on va tous mourir ensemble. Top, top, bah c'est c'est parfait au moins. Ah, mais c'est vrai que vu la quantité d'entraînement que tu as aussi, tu es largement en dehors des fourchettes de calcul qu'on peut analyser, Bien sûr. qu'on peut recommander. Et c'est compliqué après de savoir combien tu consommes de telle ou telle vitamine, combien tu as besoin. Et autant en avoir plus que pas assez quand c'est pas dangereux d'en avoir en excédent, quoi. Ouais, les surdoses sont souvent assez loin. Si on parle rien que des vitamines, entre les hydrosolubles, donc que tu pisses s'il y en a trop, et les liposolubles que tu vas stocker, il faut vraiment y aller pour surdoser une liposoluble, hein. Ça, c'est pas avec les 1000 UI de vitamine D qui sont recommandés que tu vas surdoser quoi que ce soit, à moins que tu aies vraiment un coup de malchance terrible, hein. Donc, bon, donc, il y a de la marge avant de se faire du mal. Surtout que ton médecin t'en fournit 300 000 UI une fois dans l'hiver pour être tranquille. Ah, voilà, voilà. Malheureusement. Ouais, ok, ok. Bah écoute, on a abordé pas mal de sujets, Rudy. J'aimerais terminer avec quelques questions où tu me donnes des tips concrets pour aider ceux qui nous écoutent. Allez, je donne des Euh, astuces et des hacks, c'est parti. ouais, allez, des hacks pour avoir tout de suite, plus vite. Non, je rigole. Mais voilà, qui selon toi est le meilleur, le mieux à faire. Par exemple,
3 erreurs qu'on peut éviter quand on veut jumeler le cardio et la musculation. 3 erreurs qu'on fait beaucoup et sur lesquelles il faut faire une croix. Ok, je dirais faire que de la muscu, que de la muscu intense et du cardio intense. Tu vois, vraiment pas mixer l'intensité et tout faire à fond. Parce que quand tu fais de la muscu, tu es habitué aux efforts très durs et donc tu fais des efforts très durs. Donc ça, c'est la première erreur. Je dirais la deuxième, c'est que si t'as pas l'habitude d'une activité, comme on disait tout à l'heure, c'est de démarrer doucement. En fait, faut vraiment pas avoir peur d'être nul. Tu t'es forcément nul. Si t'as jamais fait, t'es nul. Mais c'est pas grave, parce que justement, comme t'es nul, tu vas bien progresser si tu prends ton temps. Et mieux vaut voir sur le long terme que sur le court terme. On sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme et on surestime ce qu'on va faire sur le court terme. C'est toujours comme ça. Troisième erreur, je dirais, qu'est-ce que je dirais en troisième erreur? Qu'est-ce que je dirais en troisième erreur? Qui veut faire les deux? Je dirais qu'à un moment, dans tous les cas, il faut prioriser. Moi, je suis beaucoup là-dessus, sur la priorisation. C'est qu'à un Faire des moment, croix. il va falloir que tu mettes l'accent. Ça n'empêche pas qu'à un moment, tu mettes l'accent sur la muscu parce que tu as envie d'en faire plus et tu maintiens le cardio. On n'a pas idée du faible effort, entre guillemets, qu'il faut faire pour maintenir. En fait, tu veux maintenir ta force, tu fais une série d'un exo, ça maintient ta force sur l'exercice en question ou sur le pattern de mouvement. Pour développer, par contre, voilà, tu vas devoir faire 3, 4, 5 séries, peut-être plusieurs fois par semaine, en hyper fréquence, tout ça. Bref, c'est pas la même chose. Donc, ne pas avoir peur de prioriser aussi. Ok, super. Si tu devais donner un conseil pour rester motivé, justement, quand tu es dans cette zone de t'es nul parce que tu commences. Je pense qu'on l'a bien dit, c'est se fixer un objectif. Tu vois, faut pas avoir peur. Moi, j'ai beaucoup de personnes en coaching, donc moi, je suis très muscu à la base. Maintenant, j'ai de plus en plus de personnes qui font muscu et cardio, et de se dire, là, on va s'inscrire à un 10 km. On va viser. Des fois, il y en a qui visent 8 km/h au 10 km. Ils débutent tellement, c'est 8 km. Ok, c'est quand? C'est là. On s'inscrit, on prend le dossard et on y va. On y va. Et donc, quand tu t'es engagé dans quelque chose, voilà. Tu as pris un dossard ou tu t'es inscrit à une compétition, faut que tu t'entraînes pour. Et c'est ce que je dirais. Ouais, c'est ce qui, à mon avis, améliore le mieux l'adhérence au programme et le fait que tu t'y tiennes, quoi. Ok. Exactement. Euh, Au niveau de la mobilité, c'est quoi la bonne dose pour justement garder de la mobilité sans devenir trop élastique ou ne pas en faire et rester très rigide? Alors là, je peux te dire qu'il y a des énormes différences entre individus. Comme j'analyse les gens, aussi bien dans les cours que je donne pour les futurs coachs ou dans les coachings premium que je fais à Annecy, il y a des gens, je te prends un exemple, j'ai vu un de mes anciens élèves, Ilias, en élève coaching à distance, qui est venu faire un coaching premium. Il avait 6 zones restreintes. Il y avait 6 zones. Donc là, tu es obligé de prioriser, comme je disais tout à l'heure, pour progressivement enlever les choses. En gros, la mobilité, ça peut te prendre 15 minutes par articulation. Tu vois, entre 15 et 20 minutes par fonction articulaire. On va dire ça. Après, on part pas tous du même niveau, du même truc. En fait, moi, je suis obligé d'en faire plein parce que je l'ai négligé. Et en fait, tout ce que je sais aujourd'hui, personne ne le disait. Personne ne le disait. Personne n'en savait rien il y a 20 ans. C'était pas aussi simple que ça. Et il y en a, par contre, qui n'ont pas besoin d'en faire parce que finalement, ils l'ont déjà. Et ils n'ont pas besoin de la développer. Ils ont juste besoin de l'entretenir. Et les mouvements classiques suffisent à l'entretenir s'ils sont faits avec pas mal d'amplitude, tu vois. Donc, c'est difficile de donner une recommandation. Mais ce que je peux dire, c'est qu'entre 15 et 20 minutes par fonction articulaire, tu peux développer. Et pour maintenir, sans être faire trop compliqué, faire des mobilisations articulaires contrôlées, comme on dit, des CARS, CARS, devrait entretenir la mobilité qu'on a facilement. Ok, très complet, très complet. Et dernière question au niveau de la récupération, pour toi, c'est quoi les non négociables, les choses qu'il faut absolument maîtriser avant de vouloir passer à autre chose, avant de chercher à optimiser des micro-détails. Avant de se mettre dans un bain glacé, tu veux dire? Voilà. Je vais pas faire original, mais bon, c'est le sommeil en fait. Tu vois, c'est ça qu'on oublie, c'est que si tu te couches presque tous les jours à la même heure et que tu es tous les jours à la même heure, déjà tu es dans un cycle et ça va bien. Tu vois, moi, c'est ce que j'essaye de faire. En ce moment, je me couche un peu tard parce que j'ai plein d'idées de boulot, tout ça, avec Jérôme qui est chez moi, donc on se challenge. Mais en fait, il y a plein de petits trucs que tu peux faire, pas faire. Tu vois, moi, en général, quand je suis tout seul, je me couche vers 22h30. Je me lève à 7h maximum et je suis en forme tous les jours. Tous les jours, Ok. je suis en forme. Tu te lèves avec un réveil ou sans réveil? Je me lève sans réveil. Ok. Mais là, comme je me couche un peu plus tard, là, je mets un réveil depuis quelques jours à cause de Jérôme. Et sinon, je mets pas de réveil. Sinon, moi, je suis réveillé un peu avant. Je me réveille vers 6h30, 40. En fait, je me réveille naturellement. Et donc, tu vois, ça me fait mes 8 heures de sommeil sans y penser. Ce qui est mon rythme en été, au moment où on fait ce podcast en hiver. Comme il fait un peu plus noir, souvent, j'ai tendance à dormir un peu plus tôt, à me lever un peu plus tard. Même si je suis plus du matin, j'essaye de bourrer dès le matin, quoi. De sauter du lit. Ok, super. Super, c'est très clair, le sommeil. C'est vrai que c'est souvent négligé en plus, hein.
Bah ouais. Je te remercie Rudy, on a fait le tour. Eh ben, C'était super, très Julien. Eh ben, complet, écoute, j'espère. merci pour l'invitation. Je Bah, voyais de que tu rien. avais des questions. Ce qui était bien, c'est que tu avais des questions qui avaient l'air de t'intéresser, ce qui change de pas mal de podcasts où Ouais, des mais en fois fait, les gens interviewent d'autres personnes et en fait ils posent des questions un peu mainstream. Toi, on voyait que tu es dans cette optique d'être un athlète hybride, en tout cas de mais te sentir athlète. c'est pas Voilà. ça, c'est que j'essaye de me placer à la place de ceux qui nous écoutent et du coup, je prends des questions à droite à gauche sur des personnes concernées pour rester vraiment, parce que c'est cool d'avoir des podcasts d'experts. Et c'est là-dessus que Jérôme justement est parti, hein. Mais moi j'aimais bien au début, c'est quand il interviewait des coachs. Moi justement je prenais un max d'infos et j'essaye justement de faire quelque chose qui parle à des personnes qui sont pas encore expertes et qui sont et à qui ça va servir vraiment au quotidien. Donc c'est pour ça que mes questions sont peut-être intéressantes dans, dans ce cas-là. Et justement une dernière question. Maintenant que tu as ciblé un peu le format du podcast et à qui je m'adresse, est-ce qu'il y a des personnes auxquelles tu penses qui pourraient être hyper intéressantes de recevoir ici? J'ai pas regardé qui t'avait eu sur le podcast, mais je pense que tu vois par exemple Sean. Si t'as pas eu Sean, c'est une bonne continuité d'avoir Ok, Sean sur tout ce qui est endurance et tout. C'est quand même un sacré cador. Tu peux avoir mon autre pote aussi, Valentin Copin, sur l'entraînement des tissus conjonctifs, la mobilité. Là, c'est mon mentor actuel, donc tu peux y aller. Là, tu vas être servi. ok, Ça, sur la mobilité plus spécifique, je te dirais, on l'a encore entendu nulle part, Maxime, mobility spécialiste aussi. Donc il pourra te répondre bien plus en détail que moi, il a plus d'expérience que moi sur comment bilanter quelqu'un, quoi mettre en place, tout ça. Donc bon, donc je pense qu'avec ces trois-là, tu seras pas mal. super. Eh ben merci à toi. Tu peux leur écrire de ma part, il n'y a pas de souci. Top. Eh ben je vais faire alors. Bah, Merci super. à toi Rudy. Je te souhaite une Bah, très au bonne. plaisir. Et n'oubliez pas de laisser un like sur le podcast, commentaire, la totale, vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. On sous-estime à chaque fois. Je pense que beaucoup sous-estiment le temps que ça prend de faire un podcast. On voit que tu avais préparé. Ça nous a pris, ça va bientôt faire 1 heure et demie qu'on est ensemble. Plus après, le temps du montage, l'upload, les vignettes, etc., la diffusion. On sous-estime le travail que c'est. Donc merci d'avance à ceux qui le reconnaîtront et qui encourageront le développement du podcast. Voilà. Super, Naïf, tu fais mes plugs à ma place, c'est parfait. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner aussi à Rudy sur les réseaux, je mettrai tous les liens Ouais, ouais. en Il suffit de description. taper Rudy Koya et puis vous tomberez sur ce qui vous intéresse. Sachant que je suis assez actif en ce moment sur Instagram et sur YouTube, Jérôme m'a donné quelques idées, donc on verra ce que j'en fais ou pas. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a apporté pas mal de clés de compréhension, j'espère que ça va t'aider dans ton entraînement, dans l'organisation de ta semaine, dans l'organisation de tes séances. Si tu veux retrouver Rudy, je te mets tous les liens en description, notamment le lien de ses livres, le lien de ses réseaux sociaux, tu vas pouvoir aller parcourir un peu les différentes thématiques qu'il aborde. Si tu veux me retrouver, je te mets pareil les liens, c'est sur le compte Deadlift Coaching sur Instagram. Retrouvez également le podcast en version vidéo sur YouTube si tu l'écoutes via les plateformes de podcast. Et sinon, tu peux le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute disponibles, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, peu importe, et tu peux l'écouter à n'importe quel moment. Si l'émission t'a vraiment plu, je t'invite à la partager avec quelqu'un de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Je t'invite à mettre un j'aime ou un commentaire sur la plateforme d'écoute. C'est vraiment la seule chose qui va m'aider pour le référencement du podcast. Si tu veux aller plus loin dans ta programmation, si t'es perdu, que tu sais pas trop comment axer, si tout ce qu'on a raconté, ça t'a juste mis un flou et que tu sais plus trop dans quelle direction tirer, je te mets le lien d'un appel dans la description. C'est un appel de découverte qui est gratuit, qui est sans engagement, pendant lequel on va échanger sur tes objectifs. Tu vas me raconter un peu comment t'évolues, comment tu t'es dans ton quotidien, quelles sont tes contraintes, qu'est-ce qui te met en difficulté, sur quoi tu te galères. Et moi, je vais essayer de comprendre tout ça, je vais essayer de t'apporter des clés de lecture sur justement tout ce que tu peux mettre en place. Je vais essayer de t'expliquer comment je bosse avec les personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, ou en tout cas avec les personnes que j'accompagne actuellement. Si ça fait sens pour toi, eh ben on essaiera ensemble d'atteindre ces objectifs. Et sinon, on aura tout simplement passé un bon moment à échanger sur tes objectifs. Tu auras certainement retiré quelques tips à mettre en place rapidement dans ton quotidien, et ça sera que de la valeur ajoutée pour toi. Sans quoi, je te dis à lundi pour un prochain épisode.